Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, Cube Télé, Cube sur toutes les plateformes. Mais j'ai un petit sourire comme ça, mais l'heure est grave parce que hier, si vous m'avez écouté dans la petite chronique que je fais tous les jours à l'émission de Benoît Dutrisac, on s'était lancé un défi tous les deux. On avait dit qu'hier soir, on allait tous les deux préparer des pâtes carbonara et qu'aujourd'hui, on allait faire une dégustation à l'aveugle pour que nos collègues de Cube dégustent et disent lequel des deux était le meilleur. Alors moi, hier soir, j'ai tout préparé, mon carbonara, puis tout ça. Puis je faisais bien attention d'en laisser une part supplémentaire qui était pour Cube. Et tout ça, puis ça sentait bon chez nous. Mais je disais, non, il touchait pas, c'est pour Cube. Puis là, une fois que j'ai eu fini de préparer mon repas, Benoît m'a envoyé un petit texto pour me dire « Mais il n'est pas fin. » Traître. Bonjour, Cybèle Olivier. Ben, bonjour. Alors aujourd'hui, moi, j'ai fait ma part de l'entente. J'ai apporté mon petit contenant en plasticouille avec pour le faire réchauffer. Tu l'as goûté tout à l'heure. Benoît, évidemment, se morfondait. Et là, on a une vidéo exclusive, mesdames et messieurs, un scoop ultranational de Benoît Dutrisac en train de manger mes pâtes carbonara. On écoute ça. Moi-même, je vais le découvrir avec vous. Je suis même pas au courant de ce qui se passe. Il est sans mots. OK. J'ai bien fait de pas en faire. Il est vraiment meilleur que le mien. Bon! Je vais finir l'assiette. Il va finir l'assiette. Il en a même pas laissé pour toi, le vlimeux. Ben là, moi, j'ai eu ma part avant. C'est moi qui lui ai laissé quand même, là, juste pour pouvoir faire le vrai concours. Mais elles étaient délicieuses. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez avoir ma recette, il a tout mangé? Il Bien a tout sûr, mangé, mais ben... c'est un morphale. Il est incroyable. Morphale. Un morphale. Genre, oui, c'est ça. C'est je pense que c'est le nom d'une araignée qui mange énormément ou quelque chose comme ça, mais c'est comme une expression je vais en aller France, voir, les j'ai gens jamais disent vu ça. T'es une morphale. Oui, c'est ça. Qui dévore, qui a un appétit insatiable. Wow. Voilà. Une bonne expression française. J'en suis une aussi. Et souvent. tout ça pour dire que c'est une recette qui vient de ma maman. Ma mère m'avait donné, quand je suis partie en appartement, un petit cahier de recettes écrites à la main. Et là, c'est rempli d'éclats, de spaghettis, puis tout ça. Mon cahier est rempli de des tâches. recettes qui ont fonctionné, là. Et voilà. Donc, merci beaucoup, Benoît, de ne pas avoir participé à ce petit concours. C'est une longue introduction pour vous dire à quel point, à Cube, on est dans la franche camaraderie et on est surtout dans la rigolade. Et ça tombe bien, parce que mon prochain invité, ça fait des années qu'il nous fait rire au Québec. Si je vous dis les films de Père en flic, qui a quand même ramassé de 10 millions au box-office. Pourquoi j'ai fait une erreur? Non, pas du tout. De Père en flic 2, 7 millions au box-office. Menteur, 6 millions,2 au box-office. Ce qu'il y a en commun entre ces trois films-là et bien d'autres, c'est évidemment Émile Gaudreault, qui est réalisateur, auteur et scénariste. Bonjour, Émile. Bonjour. Je te sens un peu modeste parce que t'es pas le genre à te péter les bretelles puis à dire « Je m'appelle Émile Gaudreault et j'ai participé aux films qui ont fait le plus d'argent dans le cinéma québécois. » T'es modeste, Émile. Ben écoute, je fais le métier que je pratique avec passion, mais c'est vrai que j'étais dans le groupe sanguin quand j'étais très jeune. Fait que j'ai comme côtoyé la célébrité de près, là, Dominique Lévesque, Danny Turcotte, Marie-Lise Pilote. Puis moi, j'étais un peu à côté de ça, puis ça me fascine pas du tout. J'ai pas besoin d'être à l'avant. J'ai des acteurs incroyables dans mes films qui sont hyper connus, qui sont aimés, et eux font le travail là, de faire la publicité pour mes films. Et moi, j'ai vraiment du plaisir tous les jours à les préparer. Mais c'est quand même particulier parce que quand on parle des films qui ont fait le plus d'argent dans l'histoire du cinéma québécois, ton nom se retrouve tout le temps là. Là, tu viens nous parler évidemment du groupe sanguin. Les gens ont adoré
le groupe sanguin, c'est un groupe d'humour qui a marqué le Québec. Donc, quand on parle de culture québécoise, t'es au cœur. Pourtant, quand tu te promènes dans la rue, les gens vont pas nécessairement t'arrêter en disant « Hey, Monsieur Gaudreau, grâce à vous, ça fait des années que je ris au Québec. » Tu comprends? Il y a comme une dichotomie. C'est tellement merveilleux comme ça. Oui, t'aimes ça comme ça? Ah oui, j'aime tellement ça, être anonyme complètement, là. Dans la vie de tous les jours, es-tu quelqu'un qui, mettons, si je t'invite à un party chez moi à manger dans un spaghetti carbonara, vas-tu être le gars autour de la table qui va faire le plus de blagues ou tu vas être le gars le plus discret qui va rire aux blagues des autres? Ben, ça va dépendre de mes partenaires de souper, là. Si je suis en confiance, je peux être vraiment très drôle. Il faut avoir confiance en son public, il faut être à l'aise, il faut pas se censurer. Puis à ce moment-là, oui, je peux vraiment donner un show, mais ça dépend toujours avec qui je suis, là. Parce que la raison pour laquelle on te reçoit aujourd'hui, c'est qu'au cours des derniers jours, on a reçu la bande-annonce du film Menteuse qu'on va pouvoir voir au Québec en juillet 2025. Je trouve toujours ça intéressant de sortir la bande-annonce au mois d'avril pour un film qui est là en juillet. Donc, on est en appétit puis on attend ça pendant des mois, pendant des semaines. Mais la bande-annonce, je te l'ai dit avant qu'on entre en ondes, m'a fait faire pipi dans mes culottes. Elle est vraiment super drôle. C'est Anne-Élisabeth Bossé, à qui arrive la même chose que dans Menteur, sauf que là, c'est une femme. On va écouter un petit extrait de la bande-annonce pour que tout le monde fasse pipi dans ses culottes en même temps. Non? Oui, oui. Ouais. Je sais pas si on est... T'aimes pas l'expression? Oui, mais c'est pas évident comme ça à la radio ou à la télé, là. Mais regardez-là sur votre ordinateur. Oui, mais nous, on est les deux. Oui, on est les ça. deux. Alors, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce de Menteuse qui va prendre l'affiche en juillet. Ça va pas, mon amour? Mon frère Simon, il a trop menti. Ces mensonges sont devenus la réalité. Ça, moi, je suis devenu le gars le plus bad lucké sur la terre. Toi, t'étais amoureuse de lui. Puis mes parents, ils étaient devenus super méchants. Ils arrêtaient pas de dire à Simon, « Ferme ta crise de gueule! » C'est pas des mensonges, c'est des petites exagérations qui rendent le monde heureux. Ben là, calvitie, faut le dire vite, là. Moi, je trouve pas. Moi, je te regarde aller. J'adore la politique, j'en mange. Puis j'ai peur. Phil peut être bien soupe au lait. Très drama queen. Chloé, alors commence à consommer. Tu sais, la poudre, des fois. Fais attention aux mensonges de trop. Je te dis qu'on avait une maison verte autosuffisante. Tu m'as inscrite aux élections. Alors, moi, c'est la partie que je trouve la plus drôle, c'est quand elle regarde un gars qui est complètement chauve et qu'elle lui dit « Ah, calvitie, c'est un peu exagéré. » Parce que bon, c'est vrai que des fois, les gens qui sont chauves, ils sont un peu soupe au lait. Donc, ça a été un immense succès Menteur. Quand même, 6,2 millions de recettes. Est-ce que c'est pas justement une recette de dire « Ah, ben là, tu as mangé avec Menteur, on va le faire avec une fille puis on va avoir la même chose. » C'est pas par facilité que tu as fait ça. Non, ben écoute, c'est tellement long et intense, c'est compliqué d'écrire un film et de le faire et de le réaliser et tout, que faut vraiment que ça vienne du cœur, il faut vraiment que ça vienne d'une passion, puis ça n'a jamais été prévu de faire une suite, mais quand on a fait Menteur, on avait comme une fin qui était pas bonne au film, qui était vraiment un flash qu'on avait eu qui nous faisait rire, mais qui était vraiment finalement, le film se finissait en queue de poisson et c'était comme catastrophique parce que on voulait que les gens sortent de là avec de la joie. Puis moi, je fais des projections publiques pendant que je fais le montage. Donc, on voyait que les gens, à la fin, étaient perplexes. Et c'est comme dans une nuit d'insomnie où j'ai dit, mais on a une autre menteuse dans Menteur, qui est le personnage d'Anne-Élisabeth, avec son mari Phil. Donc là, on va finir avec elle. On a fait revenir Anne-Élisabeth. On a tourné un petit bout avec elle pendant qu'on faisait du montage. On l'a inséré dans le film. On a pris une scène avec les moines qu'on avait au début. On l'a remonté. Ils sont revenus faire les voix. Et là, on avait comme une fin qui était quand même plus joyeuse, plus positive, qui nous a, à ce moment-là, ouvert la porte pour une possibilité de faire un film avec une menteuse, effectivement. Mais c'est fascinant parce que ça veut dire que même quand tu es en train de faire le montage du film, tu fais des projections et t'écoutes. C'est parce que toi, ce que tu veux, c'est que les gens rient. Tu veux que ton film fonctionne. Donc, à partir du moment où les gens ne rient pas ou n'aiment pas la fin que tu fais au film, t'en fais une autre. Ça s'appelle être vraiment à l'écoute du public. Ben, c'est aussi être à l'écoute du film que je suis en train de faire. Puis, tu sais, pour moi, faire des projections publiques, quand je fais de Père en flic, mais comme j'étais dans le groupe sanguin, tu sais, puis quand on fait des shows comme ça, là, on les rôde pendant des fois 2 mois, tu sais, et on présente nos trucs au public, puis des choses qu'on trouve géniales, puis là, tu t'aperçois qu'il y a personne qui embarque. Fait que moi, quand je fais des films qui sont des franches comédies comme ça, ben, je veux m'assurer qu'il n'y ait pas de gag qui tombe à plat, qui reste, parce que j'ai beau m'ostiner de dire c'est la chose. C'est comme roder un film
film Ben, comme d'une on certaine rate un façon, puis spectacle. c'est le peaufiner. Ça fait partie vraiment de l'exercice. Puis c'est pas comme donner au public ce qu'il veut. C'est aller encore plus loin dans ton film à toi. C'est qu'eux autres, en groupe, l'audience en groupe, le public, là, ils sentent, ils ont un instinct de groupe qui est merveilleux. Et des fois, il y a une personne qui va dire un truc, puis on l'écoute pas du tout. Mais quand c'est comme unanime, puis tu dis, OK, là, telle section, tout le monde la trouve trop longue. Puis, et là, tu retournes à ton film et t'en fais ce que toi, tu ressens. Si on essayait vraiment toujours de savoir qu'est-ce que le public va aimer, on se tromperait complètement toujours. Moi, c'est toujours, c'est quoi l'histoire que je raconte et comment la raconter le mieux possible. Et il vient un moment dans le processus où là, j'ai besoin d'avoir des gens qui l'écoutent, d'avoir des gens qui le regardent et de voir effectivement comment ils reçoivent cette histoire-là. À quel moment ils s'ennuient, on le sent. À quel moment ils sont touchés, ils sont émus, ils sont en silencieux. Quand tout le monde bouge sur leur siège, OK, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est vraiment pour moi, ça fait partie d'un processus créatif qui est pas du tout... Parce que des fois, les gens ont l'impression que tu peux pas écrire pour le public, d'une certaine façon, parce que tu vas te tromper, parce qu'on sait jamais qu'est-ce qu'ils vont aimer. Mais faut pas être trop guidoune non plus. Ben, faut pas, tu peux pas le faire, parce que ça sera pas sincère. Ça va être, tu vas vouloir plaire à quelqu'un d'autre, alors que moi, je travaille vraiment quand j'ai une idée, j'ai l'impression qu'elle peut plaire, qu'elle est universelle. Ben là, on va la travailler à fond, cette idée-là, pour la rendre la meilleure possible, en espérant qu'elle résonne, puis en se faisant nourrir, en étant ému nous-mêmes par notre histoire. Mais après ça, oui, il y a cette espèce, mais c'est jamais en premier, si on veut. Il faut toujours, moi, je défends l'histoire que je raconte. Je ferai jamais quelque chose dans un film parce que le public a dit un truc, puis je sens que c'est pas vrai et que ça appartient pas à ce film-là. Mais en même temps, tu parles de Père en flic. Évidemment, on pense à Michel Côté qui jouait le rôle du père. Et là, il y a un livre qui vient de sortir, un livre d'hommage à Michel Côté. Et t'as écrit, ils t'ont interviewé évidemment pour ce livre-là. Et tu racontes que après l'immense succès de Père en flic 1, vous avez une lecture pour De Père en flic 2. Puis là, Michel Côté est comme un peu tristounet parce qu'il est comme pas vraiment présent. Fait qu'il est venu te voir, puis c'était pas une crise de diva, mais il est venu te voir en disant, c'est parce que je suis comme... C'était un vrai désarroi, puis ceux qui ont vu De Père en flic 2, ils savent Karine Vanache, Julie Le Breton, Patrice Robitaille, Sonia Vachon, il y a vraiment une brochette qui sont là-dedans. Donc, il y en a là-dedans qui ont 12 répliques, là. Et après la lecture, nous, on était mal pour ceux qui avaient pas beaucoup de répliques, tu sais, nos acteurs qui sont venus. Et c'est Michel qui est arrivé, mais il vivait vraiment une peine. Il était vraiment, vraiment triste. Il était sur le bord des larmes, là, Michel, en nous disant, moi, je n'existe pas dans ce film-là, je suis une potiche. Et là, nous, premièrement, on l'aime, Michel, donc c'était émouvant, puis en même temps, on se disait, mais là, est-ce qu'il fait une petite crise de diva, effectivement, mais en réfléchissant tout de suite, on s'est aperçu qu'il avait raison. Puis on a écrit des nouvelles scènes pour son personnage qui sont restées, qui sont marquantes. Donc lui, avec son instinct de 40 ans de faire ce métier-là, il a senti qu'il manquait un truc à son personnage. Il nous l'a dit comme ça, avec Michel, moi, tout le temps, quand j'ai côtoyé Michel, il était hyper sensible et souvent fragile. On a l'impression que c'est quelqu'un de très fort, mais c'est quelqu'un qui doutait beaucoup et qui était toujours inquiet, justement, de est-ce que ça allait être assez bon, ce qu'il allait faire, ce qui est un paradoxe, parce que c'est un génie, c'est un monstre de charisme, qui était adoré, mais je pense qu'il était adoré parce que il y avait cette faille-là, un peu d'estime personnelle, si je peux dire, là. Donc, c'était ma rencontre avec Michel. On pourrait faire quand même 1 heure sur Michel, là. Donc, mais non, mais on pourrait en effet, mais juste, on va prendre comme 2 secondes parce que tu racontes une autre anecdote dans le livre où c'est, à un moment donné, il y a un journaliste qui doit interviewer Michel Côté et il vient assister à un tournage. Et il faut savoir que toi, ta méthode de travail, c'est que tu fais tourner, tu fais comme une prise, 2 prises, 3 prises. Ils refont la phrase, mettons, 15 fois, la même phrase. C'est ça. Et Michel, toujours très conscient un peu là, il était pas bon. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Il était pas dedans. Puis là, il vient me voir, il dit, c'est le journaliste, là, lui, il sait pas que toi, tu fais faire 15 prises à tout le monde. Fait que là, il pense que moi, je suis pas bon. Et là, il était vraiment fébrile. Puis je suis allé voir le journaliste, j'ai dit, peux-tu juste sortir? On va te parler après. Tasse-toi, le journaliste. Et là, Michel est revenu, puis il est redevenu complètement lui-même. Mais cette espèce de conscience-là, c'est encore là une grande fragilité, ce qui faisait, je pense, qu'il était le grand acteur qu'il était. Louis-José Hood était dans Menteur. Ouais. Et il jouait le rôle du frère jumeau d'Antoine Bertrand. Et juste le fait que ce soit le frère jumeau, juste ça, c'était hilarant. Puis quand on le voyait dans le film, c'était très drôle. Louis-José Hood n'est pas dans Menteuse. Pourquoi? Louis-José avait, au départ, on voulait qu'il soit dedans. La vraie histoire. Oui, au départ, on voulait qu'il soit dedans. Puis c'est lui qui a vraiment dit, écoute, j'ai pas envie. Je vais faire mes shows. Puis nous, on avait quand même commencé le travail. Puis au début, on était déçus parce que c'est un génie, Louis-José, puis on veut qu'il soit dans notre film. Puis c'est bon pour le box-office, excuse-moi. Oui, c'est mais bon très aussi pour vite le film. quand même. Puis pour vrai, on s'est aperçu que, tu sais, Louis-José, ça prenait la moitié de l'histoire.
sais, parce qu'on le gardait, c'est notre principal du dernier film. Donc là, ça a ouvert tout le champ pour le personnage d'Anne-Élisabeth et on a vraiment pu approfondir ce personnage-là et faire en sorte, entre autres, que, tu sais, elle ment par altruisme, par abnégation, elle ment pour rendre les gens heureux. Ben oui, c'est une femme. C'est complètement différent. Mais c'est complètement différent de mental, ça nous amène complètement ailleurs. Et le fait qu'Anne-Élisabeth soit que elle comme personnage principal, ben là, on a pu vraiment avoir une vraie courbe pour son personnage. Puis Anne-Élisabeth a fait un travail comique incroyable dans ce film-là, mais elle a amené beaucoup d'émotions. Elle a donné beaucoup d'elle-même à ce personnage-là dans plusieurs moments du film. Ce qui fait que le personnage est à la fois très drôle, mais en même temps, elle est très touchante. Et c'est parce qu'on avait le temps avec elle, parce qu'on la suivait, elle. Et c'est plate à dire, mais si Louis-José avait été là, ben on n'aurait pas pu faire ça. Donc, ça aurait été un autre film. Et je dois avouer que je suis très content du film qu'on a en ce moment. Je pensais que tu allais dire, je suis très content que Louis-José Roux soit pas là. Non, je comprends. Pour vrai, de se concentrer sur Anne-Élisabeth, ça a rendu le film meilleur. Absolument. Bon, on a évidemment très hâte au mois de juillet. Écoute, je peux pas te recevoir sans te parler de façon générale du cinéma québécois, puisque toi, tu as réussi à faire ce que un certain Vincent Goudzo a longtemps réclamé. Tu as réussi à faire l'équation parfaite entre un succès critique et un succès populaire. Les journalistes aimait tes films et le public aimait tes films. Tu fais des films qui ont une personnalité du cinéma d'auteur et un succès commercial. Quand tu vois, par exemple, que les cinémas Goudzo ont été obligés de fermer, est-ce que ça te fait de la peine? Est-ce que tu penses que ça t'inquiète pour le cinéma québécois actuel? D'avoir moins de salles pour la diffusion? Oui, c'est sûr, d'avoir moins d'écrans, c'est jamais bon. Tu sais, donc oui, c'est inquiétant. Le cinéma, c'est difficile en ce moment partout sur la planète. Hein. On peut pas se nier que même avant la pandémie, déjà avec les plateformes de Netflix et de Disney et tout ça, ben on est quand même enseveli d'histoires qu'on nous propose à tous les jours. Donc là, Les Menteurs est disponible sur Netflix? Oui. Ouais? Oui. T'es content de ça? Ben oui. De Père en flic aussi, puis sur Crave, puis sur plein de plateformes. T'sais, pour moi, ça, je suis content que mes films continuent à vivre. Même Nuit de noces est encore à des endroits. Nuit de noces, c'est vrai que c'est toi, ça. Donc, mais c'est ça, c'est difficile en ce moment pour partout dans le monde. Le cinéma, c'est plus difficile parce que là, les gens, avant le vendredi puis le samedi, il y avait rien à la télé. Ouais. On allait au cinéma, mais là, maintenant, on est comme enseveli de projets, de séries qui sont bonnes, de films qui sont bons. Donc, il faut vraiment se démarquer. Il faut vraiment... Ce qui est difficile, et on parlait de la bande-annonce, c'est vraiment ce qui est le plus difficile, c'est de générer chez les gens le désir d'aller voir ton film, le désir de sortir de chez eux. Moi, je vais moins au cinéma qu'avant. Ah oui? Moi, j'y allais au cinéma tout le temps. Puis là, des fois, je regarde, tu sais, donc je fais comme, si moi, là, qui est un maniaque. Même toi. Ouais. Donc là, je me dis qu'il faut toujours trouver comment générer ce désir-là, que pour les gens, ça soit irrésistible. Oui, on va aller voir ce film-là. On a le goût d'y aller. On va pas encourager le cinéma québécois, on va aller triper. Tu sais, c'est un peu ça, l'objectif. C'est ça. Faut de pas tous que les ce soit films. condescendant de dire on va voir un film québécois parce qu'il faut encourager la culture locale. On y va parce que le film est bon. Pas, non. Donc, écoute, il nous reste avril, mai, juin. Il nous reste 3 mois à attendre avant d'aller voir Menteuse. Mais écoute, honnêtement, la bande-annonce, moi, m'a fait vraiment palpiter. Et tu as créé chez moi le désir pour ce film. Oh, ben, merveilleux. Merci beaucoup, Émile Gaudreau. C'est toujours un plaisir de te parler. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Alors moi, j'ai peur des aiguilles, donc je ne peux pas donner du sang spontanément, mais j'ai beaucoup de respect pour les gens qui le font. Et vous le savez, depuis plusieurs années maintenant, il y a des campagnes publicitaires pour Emma Québec qui sont plus formidables les unes que les autres. Et j'ai vu des statistiques montrant une augmentation des dons liés directement à ces campagnes de pub. Je me suis dit, ça, c'est vraiment intriguant. Puis vous le savez, si vous écoutez l'émission régulièrement, à quel point le monde de la publicité me fascine. L'efficacité de la publicité. Alors donc, j'avais envie de parler avec Claire Pouli. Elle est directrice de compte chez Sidley. Et c'est vous qui avez collaboré donc à aux campagnes des dernières années pour Emma Québec. Bonjour Claire. Bonjour Sophie. Alors, écoutez, quand je suis tombée sur ces chiffres-là, j'étais complètement époustouflée. Une des campagnes d'Emma Québec que vous avez faites, une hausse d'environ 45% des rendez-vous pris par rapport à l'année précédente. Quand on travaille en publicité, on dit bingo, on sort le champagne. Oui.
Tout à fait, c'est notre plus grande fierté. On aime ça quand nos campagnes sont vues et appréciées, mais c'est encore plus épanouissant et puis ça nous honore quand nos campagnes fonctionnent vraiment et que ça fait une vraie différence pour nos clients et en l'occurrence Emma Québec. Parce que, c'est sûr que quand on vend du Coca-Cola, on est content quand le Coca-Cola se vend. Quand on vend des voitures, on est content que les voitures se vendent. Mais là, il y a un côté social. Donc, la publicité à caractère social ou à caractère, disons, sociétal, c'est quand même autre chose. C'est tout à fait autre chose. On dit souvent dans la pub, on sauve pas des vies. Puis là, un petit peu quand même, n'est-ce pas? Ouais. Donc c'est ça qui fait que c'est très stimulant. On travaille dans un environnement chez Sidley grâce à ces missions pour Emma Québec qui sont hyper valorisantes, hyper inspirantes. Et puis tout simplement, en fait, on a envie de donner notre meilleur, de s'inspirer des témoignages des gens, des donneurs, des receveurs. Emma Québec en a plein. Tout est très touchant et on a envie d'aller toucher toute la population québécoise pour mobiliser à cette culture du don qui est si nécessaire. Parce que moi, je capote un peu parce que au début, moi, je pensais, je disais Emma Québec, évidemment, on donne du sang. Mais là, je regarde, puis c'est plus du tout ça, hein, Emma Québec. Maintenant, c'est don de sang, évidemment, le plasma, le lait maternel, le sang de cordon, ça, c'est quand le bébé naît puis qu'on lui coupe le cordon ombilical. Tout à fait. On dit qu'on peut donner de la naissance à la mort avec Emma Québec. Du sang de cordon à la naissance jusqu'à la mort avec les tissus humains. Puis d'ailleurs, à ce sujet, j'ai un petit cadeau pour vous parce que... Moi, j'adore les cadeaux. Le 20 avril, c'est... Oui, parce que moi, je suis vieille, mais j'ai besoin de ça, mais... C'est très drôle. Alors, c'est quoi? C'est un jeu de cartes. Parce que le 20 avril, c'est la semaine nationale du don d'organes et de tissus. Et donc, les tissus, c'est quoi? Ça peut être la cornée, des ligaments, etc., qu'on peut prélever après le décès. Puis, ça fait peur de parler de la mort, c'est un sujet tabou. Bien et donc, chez Sidley, on aime pousser la créativité, la réflexion vraiment très loin. On a un credo créatif qui nous amène à faire ça. Et ça passe pas toujours par des campagnes de publicité traditionnelles, de bannières, de vidéos. En l'occurrence, ici, on a développé un jeu de cartes. Un jeu de cartes qui s'appelle La question qui tue pas, qui se veut être un jeu conversationnel. C'est très drôle. J'adore. Donc, il y a plein de questions à l'intérieur qu'on peut aborder. On peut piger au hasard? OK, mais attends, parce que je vous présente Cybèle Olivier. Cybèle, c'est madame, elle vient souper chez vous, elle apporte des jeux de cartes, des jeux de société. Alors, ça te tente qu'on joue, peut-être une petite Cybèle? carte, ce serait cool, oui. OK, alors comment on fonctionne? On pige une carte au hasard? Ouais, j'en avais trouvé des là qui peuvent être intéressantes. Il y a des faits pour apprendre un petit peu c'est quoi le don de tissu. Ah, OK. Ça, j'ai une bonne question. Mais non, c'est très bon, ça. Alors, Cybèle, je te pose la question. Si tu pouvais connaître la date exacte de la fin de ta vie, voudrais-tu la connaître? Ah, bonne question. Non, je voudrais pas. OK. Bon, c'est assez clair. Veux-tu élaborer un petit peu? Je pense que je prendrais des décisions qui ne seraient peut-être pas les bonnes décisions dans des moments hâtifs parce que j'aurais peur de ce qui s'en vient pour moi ou peut-être que je mettrais des priorités ailleurs que j'aurais dû finalement prendre si ça avait été mon parcours régulier. Non, je fais confiance en ce qui m'arrive. J'ai pas le goût de savoir ce qui s'en vient. Alors, la prochaine carte est dit un petit peu dans le même sens. Si il te restait 24 heures à vivre, qu'est-ce que tu fais? Je rassemble tous les gens que j'aime le plus sur la Terre à un seul et même endroit, gros party. Et vous mangez du spaghetti oui, on mange très, très bien, c'est certain. Une dernière question de ce jeu de cartes qui est vraiment une excellente idée. Si une avancée scientifique pouvait prolonger ta vie indéfiniment, est-ce que tu choisirais l'immortalité? Non. Je m'emmerderais à perdre tous les gens que j'aime. C'est plate un peu. Je pense que tout le monde, on s'entend un petit peu là-dessus. Je pousserais un peu plus loin, par contre, là, peut-être une vingtaine d'années, trentaine d'années, parce que je suis curieuse de savoir ce qui s'en vient. Mais éternel, non, ça me tente pas. Ouais. Alors, on va écouter. Oui, c'est très bon. J'adore le jeu de cartes. On a un petit extrait d'une publicité pour Emma Québec qui illustre bien justement tout ça. Alors, on va écouter ça à l'instant. Une personne au Québec a besoin de sang à toutes les 80 secondes. Elle a reçu 7 transfusions au total. 4000 litres de lait maternel pour subvenir au bébé prématuré. Un don de cellules souches lui sauvera la vie. Un don de sang peut sauver jusqu'à 3 vies. Reçoit les traitements immunoglobuline.
Moi, j'adore cette publicité-là. Et quand vous dites en publicité, on sauve pas de vie, oui. Le plasma, le sang, le lait maternel aussi, vraiment, félicitations. Merci beaucoup d'être venue nous parler de tout ça, Claire. Merci à vous pour votre écoute et puis pour cette attention sur ce sujet qui nous tient vraiment beaucoup à cœur. Vous êtes émue? Oui, un petit peu. À chaque fois qu'on travaille sur Emma Québec, on voit les vidéos, les témoignages, ça nous touche profondément. On parle de la vie avec un grand V, ça nous renvoie à notre humanité, puis à ce qu'on peut faire. Et donc, j'encourage tous ceux qui peuvent à les donner. Il y a plein de choses à donner, du sang, du plasma, des cellules souches, du lait maternel, on vient d'en parler. Puis c'est vraiment notre mission, c'est d'essayer de conscientiser, de sensibiliser et puis d'inviter tout le monde à se mobiliser parce que c'est un effort collectif, c'est pour la santé du peuple québécois en général. Allez-y entre amis, moi c'est ce que j'ai fait avec mes copines, on s'est motivés entre nous, on y va une fois aux 3-4 mois en gang. Ah, vous êtes chanceuse de ne pas avoir peur des aiguilles. Félicitations. Si j'avais pas peur des aiguilles, j'irais, mais on peut donner tout le reste. Merci beaucoup, Claire Pouliot. Je rappelle que vous êtes directrice de compte chez Sidley. Et merci pour les cartes. Je sens que ça va alimenter beaucoup de conversations. Excellent. Merci beaucoup, Sophie. Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. C'est qu'on va avoir un petit extrait. Bonjour, Anne Roumanoff. Bonjour. Alors oui, je vous encourage, Anne Roumanoff, à mettre les écouteurs parce que ça va défaire votre mise en pli. Par contre, enfin, on dit en France, on n'appelle même pas ça une mise en pli, on appelle ça un brushing, j'imagine. C'est ça. Est-ce que vous êtes... Bonjour, Anne Roumanoff. Donc, humoriste qui, dans le cœur de beaucoup des Français, vous êtes au numéro 1. Vous êtes une des humoristes préférées des Français. Mais on vous aime bien aussi au Québec. Il y a des gens qui là, hier à Québec, je connais votre face, là. Ils savaient pas trop ce que je faisais. Mais votre accent québécois est pas encore parfait. Non, je sais, je me permets. Non, mais je sais pas le faire, l'accent québécois. Mais ça vous fait rire parce qu'en France, on vous aurait dit quoi? Je reconnais votre visage. Non, en France, on m'aurait dit, on m'aurait reconnu, en fait. Là, les gens, ils savent vaguement que je suis peut-être artiste, mais ils savent pas. Une fois, c'était il y a longtemps, dans une caisse au Québec, on m'a dit, vous êtes une humoriste française, et je me suis dit, c'est déjà pas mal. Ils savent pas mon nom, mais voilà. Oui, mais parce que vous êtes venu quand même souvent au Québec. Juste pour rire, je suis pas mal. Voilà, et puis c'est des galas qui ont été enregistrés, qui ont été abondamment diffusés à la télévision. Donc c'est pour ça aussi que les Québécois vous connaissent. Si les Québécois vous connaissaient pas, vous seriez pas en spectacle hier à Québec, aujourd'hui à Montréal. Et là, ce qui est amusant aussi, c'est que vous allez être au cours des prochaines semaines aux États. Au Québec, on dit ça comme ça, des fois. Ah oui. Au lieu de dire les États-Unis, on va dire aux States, aux USA, aux États. Alors, je voudrais vous faire pratiquer aux États. Aux États. Vous avez un petit peu l'air d'un paysan du Baie-Richon, mais c'est pas grave. Mais donc, vous nous avez annoncé, en plus à nos collègues du journal, que vous aviez l'intention de faire des blagues sur Trump. C'est peut-être plus sur Marine Le Pen que vous devriez faire des blagues en ce moment. Alors, j'en fais aussi, mais en France. Ouais, mais ici, non. Je savais pas trop hier parce que je me demandais Je pense qu'à Québec, quand j'ai joué hier, il y avait moitié français, moitié québécois. Je savais pas trop. Donc, j'ai fait le spectacle que je fais en France, mais j'ai un petit peu atténué sur la politique française quand même, parce que je savais pas s'ils connaissaient tout. Voilà, mais ça a bien ri. Voilà. Mais la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que la nouvelle vient de sortir. Donald Trump et J.D. Vance apportent leur soutien à Marine Le Pen. Donc, j'ai une citation quand même de Trump qui va vous faire sourire. « Je ne connais pas Marine Le Pen. » Mais je suis sensible au fait qu'elle travaille dur depuis tant d'années. Ça doit vous faire un petit peu rigoler quand même. La situation en France, elle est quand même, elle se fait pas très rire quand même. C'est très tendu. Et là, je vois des Français installés au Québec et je me dis, il y en a, ils m'ont dit, on voudrait revenir. J'ai dit, mais c'est tellement bien ici. Je trouve, non, mais vous avez une belle vie, franchement. Donc, vous êtes un facteur d'immigration. Donc, parce qu'il y en a plein de Français qui viennent ici, qui sont déçus. En plus, nous, on les traite pas super bien dans le sens que des fois, ils arrivent pas à avoir, leur résidence permanente, ou alors ils trouvent que ça coûte trop cher les appartements sur le plateau. Puis là, ils veulent retourner en France. Donc, vous leur dites de rester ici. Non, mais je dis que l'ambiance en France est un peu compliquée quand même en ce moment, avec la montée de l'extrême droite, avec tout ce qui se passe. C'est un peu compliqué quand même. Il y a la montée de l'extrême droite. Il y a la violence aussi quotidienne dans les rues à Paris, par exemple. Oui, puis il y a aussi une montée de l'antisémitisme. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en ce moment en France. C'est tendu. Oui, c'est tendu.
dans votre spectacle, vous parlez entre autres, de notre relation avec les jeunes. Et moi, ça me fait beaucoup rire parce que mon mari, qui est aussi animateur à la radio, rit régulièrement des petits lapins et des woke. Alors, je veux juste qu'on écoute un extrait. Jean-Philippe va nous faire jouer un petit extrait de votre spectacle où vous parlez aussi des jeunes. Pas qu'ils veulent plus travailler, les jeunes, c'est qu'ils demandent d'arriver moins tôt le matin, à repartir moins tard le soir et à être payés plus. Nous, c'est parce qu'on n'y pensait pas à demander ça, mais... Alors souvent, on me demande est-ce qu'on peut raconter le chaboter aux enfants ? Non, on ne peut pas. Parce que mettre des bottes à un chat, c'est ce qu'on appelle de la maltraitance animale. Hein ? Ça me fait beaucoup rire parce que c'est vrai que on a l'impression que maintenant, il faut faire attention à tout. Alors, si tu parles de quelque chose qui est chinois, tu fais de l'appropriation culturelle. Si tu fais des blagues sur les animaux, ça vous enquiquine pas un peu? Ça vous emmerde pas? Pas vraiment, parce que moi, je trouve quand même que j'ai 2 filles qui ont 22 et 30 ans, et je trouve que... surtout ma fille qui a 22 ans qui m'a inspiré ce sketch. En fait, je fais une femme qui est assez populaire et qui a une fille woke et un mari pas déconstruit. Donc, elle navigue entre les deux. Elle essaye d'être woke, elle n'y arrive pas. Elle se fait engueuler par sa fille. Et je trouve ça quand même que l'intransigeance des jeunes générations, je trouve que c'est ça qui fait bouger les choses. Nous, enfin ma génération, on supportait les blagues sexistes, on devait rigoler parce que et que maintenant il y a une intolérance et je trouve que ça fait bouger la société. Donc oui, il y a des attitudes excessives, mais c'est ça qui fait bouger les lignes à un moment. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu énormément de progrès, évidemment, grâce à l'intransigeance de ces jeunes. Ouais. Oui, mais en même temps, Anne, si je peux me permettre, il y a eu énormément de progrès aussi parce que les femmes, je pense qu'on a peut-être le même âge, vous et moi. Pas du tout, j'ai 35 ans. Ah, ben là, merci. Elle vient de m'insulter, la Française, là. Non, j'ai 59 ans, mais je fais plus jeune. On a exactement le même âge. Okay. Alors donc, tout ça pour dire que c'est aussi parce que des femmes de notre génération se sont battues. Et c'est pas juste les petits jeunes. Non, et des fois, les petits jeunes oublient justement le... Non? Non, je trouve pas. Je trouve que ça fait bouger vraiment. De pas tolérer le moindre truc. Alors oui, c'est excessif, mais pour moi, c'est comme la mini-jupe. Ça monte, ça descend. Il faut aller vers des excès pour arriver à quelque chose de plus... Donc moi, vraiment, ça me dérange pas. On n'est pas obligé d'être d'accord. Vous avez dit quelque chose de très drôle. Vous avez dit que votre personnage de femme très connue, elle avait une fille woke et un mari qui est pas déconstruit. Et ça, il faut l'expliquer un petit peu à nos auditeurs et nos auditrices, parce que il y a eu tout un mouvement en France à un moment donné, je pense que c'est Sandrine Rousseau ou je sais plus trop qui disait les hommes, il faut les déconstruire comme s'ils étaient construits tout croche. Donc c'est un peu ça là, c'est un peu l'idée que les hommes, il faut les rééduquer un peu, non? Non, mais c'est un mot qu'on emploie. C'est vrai qu'on emploie très souvent en France ce mot. Et pas du tout au Québec. Bah apparemment. Non. mais non, mais ça m'intéresse en fait, moi, c'est un spectacle vraiment qui parle de la société actuelle. Donc je parle aussi des relations amoureuses. Je parle des caisses automatiques des supermarchés, du développement personnel. Il y a une coach qui donne des conseils aux couples. Je parle des réseaux sociaux et voilà. Donc et de l'actualité aussi. Donc évidemment, je parle un peu de Trump et de Macron et tout ça, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de Trump comme matériel comique? Bah, ça marche pas mal, Trump, quand même. J'ai vu hier que ça marchait pas mal. Mais en même temps, est-ce que c'est pas facile? C'est-à-dire que, bon, il est tellement de lui-même ridicule que dans le fond... Je sais pas s'il y a des gens qui sont faciles, franchement. Ah oui? Quand la situation est tendue, par exemple, là, en ce moment, en France, en tout cas, parce que là, j'ai joué qu'une fois hier, donc je peux pas dire des conclusions sur le Québec, mais en France, par exemple, quand on prononce le mot « guerre », avec ce que nous a fait Macron il y a 3 semaines, tout le monde se tend, quoi. Donc, je trouve que la grande difficulté, et je suis fière quand j'y arrive, c'est d'arriver à prendre des problèmes qui angoissent vraiment tout le monde et de trouver un biais pour détendre tout le monde en faisant rire. Moi, je fais pas un rire contre, c'est un rire qui rassemble, c'est un rire avec. À un moment, je décris un repas de famille où les gens mangent sans gluten, sans laitage, et ils parlent du Proche-Orient. J'arrive à faire rire, alors que Dieu sait si c'est... Oui. Mais, Dieu sait, oui. Mais par le biais de ce repas de famille, où voilà... Et c'est amené comme ça, c'est pas le but de juste dire du mal de telle ou telle personne, ça m'intéresse pas en fait. Ça m'intéresse de trouver des axes en fait. Quand on est devant un public qui est pas notre public national,
donc quand vous êtes ici au Québec, est-ce que vous devez justement adapter, bon, vous nous avez dit tout à l'heure, évidemment, des fois, là, vous ne rentrez pas dans les détails de la politique française, mais est-ce que, par exemple, vous demandez à vos collaborateurs avant de monter sur scène, bon, c'est quoi l'actualité en ce moment, qu'est-ce qui se passe, c'est qui la CAQ, qui sont les partis j'ai demandé, au pouvoir? mais après, je pense que pour faire des textes, il faudrait que je reste ici longtemps, et là, en fait, je pars dans 3 jours, donc j'ai pas le temps. Mais par contre, il y a une femme qui m'a écrit en disant, c'était bien, mais vous auriez pas dû dire des euros, vous auriez dû dire des dollars. Bon. Oui, peut-être, mais en même temps, les gens savent que je suis française. Donc, en plus, maintenant le dollar et l'euro, ça vaut à peu près pareil, on voit quand même le... Et après, j'avais des questions aussi, par exemple, je dis école maternelle, et donc ici, on dit quoi? École maternelle? Non, il y avait un autre mot qu'on m'a dit hier. L'école primaire? Ou je sais pas. Non, on m'a dit un autre mot. Le CPE, là, je sais pas. Un truc comme ça. Ouais, un truc CPE. Ben oui, vous dites des jardins d'enfants. Je comprends pas. Ça, c'est quelque chose, je comprends pas. Un jardin d'enfants. On prend les enfants, on les met dans la terre, après, on les arrose, on les fait pousser. Non, mais il y a aussi un sketch où je fais participer le public, je pose des questions et je fais faire des compliments au couple entre eux. Et donc il y avait une femme hier, elle devait faire un compliment à son mari. Et elle n'y arrivait pas? Si, oui, de toute façon, que ce soit en France ou au Québec, tout le monde a du mal à faire des compliments à son conjoint, mais là le décrivait, il a des mains travaillantes. Et ça, je savais pas ce que ça voulait dire. Ah, ça peut dire plein de choses en même temps. Des mains qui sont capables d'aller dans les petits coins, les petits recoins particuliers. Hein. Je connaissais pas ce mot, travaillante. Très drôle. Donc, est-ce que vous trouvez que ça va bien, les relations hommes-femmes, en ce moment, en 2025? Parce que nous, des fois, ici, on parle des masculinistes, on parle d'une crise de la masculinité. En France, ça a quand même toujours été assez macho. Là, je regarde Gérard Depardieu. Il vous a fait quelque chose déjà, Gérard Depardieu? Non. Mais Gérard il m'a Depardieu, dit bonjour une fois. Et ça s'est bien passé? Oui, mais il était en mobilette, donc c'était juste, on s'est croisés. Mais quand je vois, par exemple, un homme comme Depardieu qui est en procès puis qui dit « Ouais, mais moi, je sais pas, là, il joue un peu la victime », c'est un peu bizarre quand même de voir que le MeToo en France, ça a pris des années ça a avant pris des d'éclater. années, mais maintenant, vraiment, c'est très implanté, quoi. Les gens ne tolèrent plus ça et c'est bien. Ça a vraiment beaucoup bougé ces dernières années. Et je suis vraiment heureuse de ça, quoi. Alors, vous travaillez sur un film que vous avez donc écrit, que vous allez réaliser et tout ça, et j'adore le titre « Divorcé, libéré ». Je trouve ça absolument génial, parce que c'est vraiment une blague sur la petite sirène. Donc, pourquoi c'est une libération, le divorce? Pour moi, oui, et pour pas mal de femmes aussi. C'est un film sur les femmes qui divorcent après 50 ans et qu'est-ce que ça change dans leur vie. Et dans mon film, elle a aussi 2 adolescentes. Et donc, c'est le regard aussi des adolescentes sur leur mère qui se transforme. Ils n'aiment pas forcément ça. Et c'est un peu un panorama des relations amoureuses à notre époque, quoi. Ouais, mais le divorce, c'est une libération, mais en même temps... Ça dépend pour qui, hein. Des gens pour qui, je fais pas du prosélytisme pour le divorce, je parle de moi, quoi. Ben non, parce que déjà que vous faites du prosélytisme pour d'autres choses, il faudrait pas en plus que vous nous fassiez monter le taux de divorce au Québec, là. Ça marcherait pas. Anne Roumanoff, c'est vraiment un plaisir. Donc, merde, enfin, le mot de Cambronne pour ce soir. Ouais, et puis donc ce soir, c'est Montréal. presque complet à Montréal. Il reste encore quelques places, mais surtout, je sais pas si vous émettez jusqu'à Sherbrooke, mais je joue dimanche. Et là, il y a pas ça va pas trop. Ça va pas trop? Non, il n'y a pas assez de réservations à Sherbrooke. Bon, ben alors, qu'est-ce que vous attendez, là? Achetez des billets. Il y a des gens de Sherbrooke qui écoutent. Il y a quelqu'un qui nous écrit, moi, j'aimerais ça aller voir son spectacle au Québec si ça m'adonne. Ben, sachez, j'ai pas votre nom, mais sachez que Sherbrooke, il y a de la place. OK, cool. Merci beaucoup, Anne Roumanoff. Vous êtes une excellente porte-parole pour Anne Roumanoff. Vous êtes vraiment super bonne. Ah bon? Pour faire vendre des billets pour Anne Roumanoff. Merci beaucoup. Merci à vous. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemur. Ah là là, les jeunes qui sont pas capables d'écrire comme du monde. Bonjour, Rémi. C'est pas à toi que je fais référence, évidemment. Je l'espère, mais tu sais ce qui est pire que des jeunes qui ne savent pas écrire comme du monde? Des adultes. Des adultes qui ne le reconnaissent pas. Ah, OK. Parce que, écoute, il y a quelques jours dans la presse, on avait un portrait des fautes de français. Ça a été commandé par le gouvernement parce qu'en 6e année au primaire, il y a une épreuve ministérielle de français. Donc, on fait faire le même exercice à tous les jeunes qui finissent leur cycle à l'école primaire. Et on a essayé d'analyser combien d'entre eux font-ils beaucoup de fautes, quel genre de fautes ils font.
Et là, écoute, à mon avis, et je pense que ce sera le tien aussi et celui de Cybèle, le portrait est alarmant. Là. Dire, on n'est pas loin de la catastrophe. Là. OK? On a, par exemple, 87% d'entre eux qui font au moins une erreur dans ce qu'on appelle là, la graphie des mots. Donc, tu sais, la façon d'écrire, par exemple, le mot enfant. Hein, je rappelle que ça s'écrit... Comme dirait Anne Norval. Fait que ça s'écrit E-N-F-A-N-T normalement, mais il y en a beaucoup qui vont écrire A-N-F-E-N-T. J'aime bien que tu nous dis normalement comment ça s'écrit. Ouais, ben c'est parce que... Au cas où il y a des gens qui sont en train de conduire leur auto puis qui se souviennent plus comment on écrit enfant. Merci Rémi. Ben c'est parce que ces jeunes-là finissent par devenir des adultes, j'imagine. Ben oui. C'est le cycle normal de la vie. Tu sais, faire une erreur de français, c'est pas la fin du monde. Sauf qu'il fut un temps, je pense, où il y avait pas juste 13% des élèves qui en faisaient pas dans une évaluation. Là, c'est 87% qui en font au moins une, 37% 5 et plus. Alors, mamie Sophie va te dire que dans le temps, on faisait des dictées. Et maintenant, on en fait soit beaucoup moins, soit pas du tout. Parce que ça fait longtemps que je suis pas allée dans une école primaire au Québec. Mais quand même. Et la lecture, Rémi, quand tu lis beaucoup et que tu as le nez et que tu vois le mot exemple, comment c'est écrit, le mot inquiétant, comment c'est écrit, mais quand vient le temps de l'écrire, tu le sais, si tu as le moindrement une mémoire visuelle, si tu passes ton temps à regarder des vidéos de chats sur TikTok, t'arrives pas à écrire des mots. Mais c'est la bonne nouvelle, Sophie, parce que on peut s'asseoir pendant des heures autour d'une table avec une bonne bouteille de vin ou pas de bouteille de vin, puis essayer de comprendre comment on fait pour régler ces problèmes-là. Mais tu viens de les nommer. Il y a juste 2 solutions. Lire et écrire. Oui. C'est-à-dire, lisez des livres, vous allez apprendre à écrire les mots de la bonne façon, et écrivez, et vous allez vous pratiquer à les écrire de la bonne façon. Vous pouvez engager n'importe quel spécialiste, vous pouvez engager n'importe quel spécialiste. Je les appelle les spécialistes de l'optimisme parce que dans cet article-là, non mais écoute bien ça, là, on a un monsieur qui s'appelle Martin Lépine, qui est un professeur de didactique du français à l'Université de Sherbrooke, et lui, il dit quoi? Il dit, vous savez, je pense que ce sont des erreurs normales. D'ailleurs, il y a des élèves à l'université, des étudiants qui veulent devenir profs, des futurs enseignants, qui les font, ces erreurs-là. Là, tu te dis, OK, non seulement tu nies le problème, mais tu es en train de révéler qu'il est encore pire que ce qu'on est en train de penser. Absolument. Nous. Non, mais c'est absolument catastrophique, cette idée-là même que Rémi, c'est vendredi. Je sais. Ah, écoute, là, c'est parce que que tu augmentes ton rythme cardiaque. Puis il n'y a pas une faute de français qui mérite ça. T'as raison. C'est vendredi. Mais... pense au petit verre de vin que tu vas prendre ce soir. Mais prenons-le par l'humour, OK? Prenons-le par l'humour. Moi, il y a un passage de l'excellent texte de nos collègues de la presse. À un moment donné, c'est un des spécialistes qui dit « Le fait de rédiger 300 mots, comme l'ont fait 70% des élèves dont les copies ont été analysées, représente beaucoup de pression. » Pour un jeune. Terrible, attends, on a-tu notre boîte de Kleenex? Non, elle est plus là, je pense. Elle est là. Oui, elle est là. Attends, parce que je vais recommencer, là. C'est beaucoup de pression pour un jeune âgé de 11-12 ans. Surtout, les amis, ils ont 4 heures pour le faire. Non, mais moi, je lisais ça, je disais, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, ce système-là? Ah, c'est pas quel... Je pensais que c'était toi qui pleurais, mais c'est Jean-Philippe. Mais il y a quelqu'un qui apporte de l'eau. Attends, juste 2 secondes, je veux juste finir ton sketch. C'est que moi, je capotais en me disant, on leur demande 300 mots, puis c'est pas toi, cette semaine, je t'avais écrit. Oui, ben moi, j'ai dit que j'écrivais ça dans mon journal intime. Voilà. 300 mots, ils ont 4 heures pour le faire, ils ont 11 ans, puis il y a des adultes qui disent « Oh, ben là, c'est beaucoup de pression. » Hey, s'il vous plaît! Faites-vous pousser une colonne vertébrale? Mais attends, je veux voir Cybèle. C'est ça apporte un argument pour les gens qui vieillissent. C'est JC de Terrebonne qui écrit « Mon écriture est rendue épouvantable. Les textos sont le seul endroit où j'écris et je déteste ça. Alors, ça me force à couper les coins ronds et ça me ramollit. » Ouais. Ben, c'est bien dit, ça. Puis, tu sais, puisqu'on parle de choses, de façon qu'on peut trouver ça drôle, ce sujet-là. Puis, t'as raison. Il y a regarde ce que nous dit toujours Martin Lépine, qui pourrait vraiment se lancer dans l'humour, là, je le pense. Il nous dit quoi? Il nous dit, il y a toujours des esprits chagrins. Donc, ça, c'est toi et moi, en ce moment. Des chialeux. Ouais, des chialeux qui nostalgiques du français. Ouais, qui réussissent, je sais pas comment, mais à voir le côté négatif dans toute cette histoire-là. OK? Donc, eux, ces esprits chagrins-là, ils ont oublié qu'il fut un temps au Québec où on écrivait notre nom avec un X. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est mieux aujourd'hui que dans ce temps-là, mais j'aurais envie de dire à M. Lépine, en 1890, ça allait moins bien qu'aujourd'hui. J'en conviens. Par contre, est-ce qu'en 1990, ça allait moins bien ou mieux? Tu sais, c'est ça, il faut se comparer. Il faut pas se comparer à l'âge de pierre, là. Il faut se comparer à quand moi je suis né, par exemple. OK?
En 1994. Petite confession. Non, mais je veux dire, en 1994, je suis pas mal sûr. Arrêtez de me dire dans quelle année vous êtes né. Je fais juste me sentir... Aujourd'hui, Aujourd'hui, tout le monde m'assaille d'agisme. Oui, je suis victime d'agisme. Mais les gens sont pas tous d'accord ici. Il y a quelqu'un qui nous répond carrément faux. Moi, par rapport à la lecture, moi, j'ai 60 ans. Faux? F-A-U-X ou P-H-O-T? Avec un X. Moi, j'ai 60 ans et lire ne m'a jamais aidé. Il dit par la suite, je suis moins sûre de ce bout-là. Il dit, car je n'ai jamais compris pourquoi les mots soudainement ne s'écrivent pas comme à l'habitude. Bon. Il y a Serge de Montréal qui nous dit, les fautes d'orthographe, c'est une chose, mais les structures de phrases en est une autre. Et Julie qui nous dit, il faut être fier de notre langue et ça passe par le fait de bien l'écrire. Absolument. Mais de la structure de phrase, des fois, les gens ont une structure de phrase très anglaise. Puis je plaide coupable, des fois aussi, ça m'arrive. Mais soyons exigeants. Oui. Et moi, je m'excuse, mais quand quelqu'un m'écrit et que, mettons, quelqu'un veut me demander quelque chose, Madame Durocher, pourriez-vous faire ci? Ben, s'il y a 8 fautes dans la demande, je vais moins avoir envie de le faire parce que je me suis dit, la personne n'est même pas capable d'utiliser Antidote pour se corriger. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Puis c'est une belle langue. Puis c'est une langue qui est spéciale. Vas-tu nous chanter la toune de Yves Duteil? Non. C'est une langue belle. Pas cette semaine, mais ça va forcer les gens à nous réécouter vendredi à la même heure. Moi, je serai là et je vais peut-être, j'ai dit bien, préparer quelque chose. Fais-lui pas une autre fausse. J'ai dit peut-être. Un autre qui dit qu'il va nous préparer quelque chose puis qui finalement ne fait pas son carbonara, là. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Merci énormément, Cybèle Olivier. Au revoir et à... Cube.